Bonjour à tous. Je vois que mon petit speech de matin, de ce matin, enfin de ce midi, ça a interrogé du monde. Vous m'entendez bien? Ça marche. Donc, du coup, le but de ce slot, c'est quoi? Ça va être de voir comment on fait pour monitorer son application en temps réel. Le but du barcamp, c'est que ce soit un peu interactif, donc je vais vous poser plein de questions pendant le talk et j'aimerais bien que vous répondiez comme vous le pouvez. Donc, du coup, on n'a pas eu le temps de finir la question de ce matin. C'est donc parmi vous, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de développeurs, vous êtes presque tous développeurs, donc vous voulez presque tous, d'après ce que j'ai compris, faire des apps performantes et super réactives. Et une question que j'ai posée, mais à laquelle j'ai pas eu de réponse à cause des fameuses 30 secondes, c'était qui parmi vous est capable de me dire combien son application consomme de mémoire et qui est capable de me dire combien est-ce qu'elle release, si la mémoire est libérée correctement pendant la phase de background et si elle revient correctement pendant la phase de foreground. J'attends des mains levées. C'est cool. Donc il y en a 3. C'est dommage. Pour des gens qui font des apps réactives, c'est un peu dommage. Voilà. L'idée, c'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi monitorer ces applications, c'est hyper important. Quels sont les outils à notre disposition pour le faire. Qu'est-ce qu'ils permettent de faire. Et enfin, on va voir un petit peu un projet que j'ai commencé et qui permet de répondre à pas mal de problématiques. Donc je vais devoir parler de moi. C'est une super photo trop cool. Donc du coup, qui je suis? Donc, je m'appelle Mounir, je travaille chez Exebia. Donc je suis développeur mobile, et puis un peu plus largement, je fais un peu de front et pas mal de back-end aussi. Et puis je suis très intéressé justement sur tout ce qui est microservices et objets connectés. Donc, ce que je vous ai dit, donc on va voir. Donc la question, c'est on va essayer de répondre à 3 questions. C'est pourquoi le monitoring, comment on fait, et puis quels sont les outils à notre disposition. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait du monitoring d'application? Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert et pourquoi on va faire ça? Ok, super, c'est bien. Donc, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on développe une application, on est avec son téléphone, tout se passe bien, c'est super cool, on fait une app qui marche bien, et puis on teste, c'est assez fluide, c'est pas mal, et puis on les met sur le store, et puis on se rend compte qu'il y a plein de gens qui finalement nous disent putain ça marche pas, c'est quoi ce truc, c'est complètement nul, alors que chez nous on essaie tout ce qu'on peut, puis ça fonctionne très très bien. Il faut comprendre c'est qu'un téléphone c'est un environnement qui est extrêmement contraint. Il y a des problèmes de batterie, donc normalement ça fonctionne avec des centaines d'applications. Enfin moi sur mon téléphone j'en ai presque 200. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui en ont beaucoup plus. Et donc quand on lance pas d'application en même temps, c'est impossible en tant que dev, nous, de prévoir ce genre de comportement-là. Deuxième type de contrainte, c'est le réseau. La plupart de nos applis sont toutes connectées, donc on est capable de pouvoir se connecter en WebSocket, de faire des appels REST, de récupérer des choses en mode connecté, d'écrire sur le disque pour cacher les choses. Et ça, il faut faire hyper attention parce que le réseau, c'est quelque chose qui évolue constamment. Et donc, on est capable de faire beaucoup d'appels réseau et d'utiliser beaucoup la batterie. Donc, il faut être capable de monitorer ça aussi et de comprendre comment ça fonctionne. Je vous l'ai dit, il y a aussi beaucoup d'autres applications. Et enfin, il y a d'autres choses sur le téléphone qui continuent à tourner en permanence. Il y a l'OS, il y a les capteurs. Et donc, il faut faire attention aussi au CPU qui n'est pas forcément le même que sur desktop. Le but, c'est de répondre à plusieurs questions. La première, c'est comment je fais pour savoir si ma mémoire elle est correctement libérée quand je passe en background? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a tous appris, Cyril Moutier a dit ce matin, on sauvegarde nos états, on passe en background, ça sauvegarde tout, on repasse en foreground, hop, notre application est remise en place, tout va bien, et puis s'il n'y a pas d'application, le système il détruit notre activité, et puis normalement, la mémoire est libérée. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a aussi une erreur qui arrive souvent, de temps en temps quand on fait pas mal de photos ou de vidéos, c'est un out of memory error. Et ça, à trouver, à comprendre d'où ça vient, c'est extrêmement compliqué. Qui parmi vous en a déjà eu une? Oula. Qui parmi vous a réussi à trouver facilement comment résoudre? Ça fait beaucoup moins de monde. Et puis, parfois, on se rend compte, on se dit, c'est bizarre parce que j'ai fait hyper attention, mais mon application, elle lag, elle est lente sur un truc, et pourtant, je fais aucun traitement sur le thread UI. Je fais super attention, tout est en background, et pourtant, il y a des moments où ça lag un petit peu. Et ça, on va voir qu'on peut comprendre ce comportement-là qu'en monitorant son application, et comment on peut voir uniquement comment la mémoire, elle fonctionne, et comment elle est gérée côté système.
Donc pour voir ça, on va voir un tout petit peu de théorie. Donc Albert Einstein, théorie, c'est cool. Donc comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe quand une application est lancée côté mobile? La première des choses qui se passe, c'est quand un téléphone démarre, il y a un processus qui démarre avec. C'est un processus qui démarre donc avec le démarrage du téléphone, et ce processus il est appelé zygote. C'est un nom que Google lui a donné. Et ce processus zygote, en fait, c'est le processus principal de l'application, et c'est à partir de lui que toutes les activités vont démarrer derrière, et tous les processus vont démarrer. Donc le service manager, pardon, l'activity manager va forker zygote, ce processus, démarrer un nouveau processus dans une nouvelle VM, et puis ensuite démarrer les activités qui vont derrière dans cette VM. Et ça, c'est un rôle important parce que ça va nous permettre de comprendre un petit peu comment, qu'est-ce que c'est que la consommation mémoire sur nos téléphones. Parce que c'est extrêmement difficile à savoir. Donc, quand on fait un petit peu un sysdump avec ADB, voilà ce qu'on a. Donc, on a plein de choses, on a plein de données, puis on se dit, putain, mais comment est-ce que je fais pour comprendre en fait c'est quoi qui est intéressant là-dedans et qu'est-ce que consomme mon application? Il y a plein de chiffres partout, j'en sais rien. En fait, il y a 3 données intéressantes. D'abord, c'est le PSS. C'est en fait, qu'est-ce que c'est le PSS? Alors c'est un nom compliqué, c'est en anglais. En gros, l'idée, c'est de dire, c'est ce que consomme au niveau mémoire votre processus qui a été forqué dans Zygote. Donc Zygote, quand il va être forqué, il va comprendre une partie des librairies qui sont partagées, plus toute la mémoire consommée par votre application. Donc ça comprend la HIP native, la HIP Dalvik, puis plein d'autres choses, donc tout ce qui est dans le DEX, l'APK, tout plein d'autres choses, qui font qu'au final, cette application-là, donc c'est Gmail, consomme près 24 mégas. Alors en fait, c'est pas réellement 24 mégas, c'est 24 mégas, mais en comptant ce qui a été chargé aussi, ce qui a été forqué depuis Zygote. Mais comme le PSS, c'est une mesure qui est commune à toutes les applis, au final, c'est une mesure qui est intéressante pour comprendre à peu près combien consomme notre application par rapport à d'autres. Donc c'est une mesure utile pour comparer la consommation de mémoire. Deuxième valeur intéressante, c'est le private dirty. Private dirty, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de la mémoire qui va être potentiellement libérable lorsque notre application sera en background ou lorsqu'on va la killer. C'est-à-dire que notre application elle est composée de plusieurs choses, donc du PSS, dans notre mémoire, pardon, du private dirty, donc c'est la mémoire potentiellement libérable, et puis une autre mémoire qui est utilisée mais qui n'est pas libérable, qui est partagée entre les différentes applications. Et enfin, troisième chose intéressante, dommage, voilà, c'est ça, c'est l'allocation de la HIP. Donc on a 3 valeurs, la taille de la HIP qui est réellement utilisée, et la HIP qui est libre. Tiens, il y a une flèche en trop, ça va arriver après. Voilà, donc ça ce que j'ai dit, donc du coup l'application elle consomme à peu près 24 mégas, elle a potentiellement 17 mégas de libérables en background, et puis, oula, ça va pas très vite. Ok, bref, et donc j'ai oublié un truc, c'est cool. Donc normalement il y a ça qui est entouré, et au final, donc du coup, le système il a alloué une HIP de 9 mégas pour faire tourner notre application à l'intérieur. Ok, donc c'est parti, on va le voir 12 fois ce truc-là. Hein. Ça va jusque là ou pas? Un peu plus de ouais ou pas trop ouais? Ok, donc pour pouvoir ça, on a plusieurs choses. On a à peu près 4 outils aujourd'hui à notre disposition. Enfin, Android Studio, c'est arrivé très récemment, genre il y a un peu moins de 2 semaines. On a Little Eye. Qui connaît Little Eye dans la salle? Ok. Little Eye, c'est donc à la base une start-up indienne qui a développé un outil justement de monitoring pour voir un petit peu la consommation de la batterie, les réseaux, CPU, mémoire, et puis qui a été racheté par Facebook. Donc ce qui fait qu'au final, on avait un outil qui était cool, mais qui n'existe plus, qui n'est plus disponible. Enfin, qui existe, mais chez Facebook. Donc du coup, tant pis pour nous. La deuxième chose, c'est DDMS. Qui a déjà utilisé DDMS pour essayer de comprendre le fonctionnement? C'était facile ou pas? Non, je reviens. Donc on a Android Studio. Donc ça, s'il y en a parmi vous qui ont téléchargé la toute dernière version, la 08.10, il y a une petite fonctionnalité en bas à droite qui a apparu monitoring.
qui est assez légère, qui permet de voir en fait la HIP consommée et la HIP libre de votre application. Par contre, on ne peut pas naviguer dedans, et on peut juste regarder ce qui se passe. Donc au final, ça ne nous sert à rien. Et puis enfin, on a ADB. Donc ça, avec ADB, en fait, ce qu'on peut, c'est on peut faire des dumps réguliers de la mémoire pour essayer de voir ce qui s'est passé. Et donc du coup, on est capable, on tombe sur le schéma que je vous ai montré 2 secondes plus tôt. Et donc pour voir un monitoring temps réel avec ça, c'est un peu compliqué parce qu'il faut le faire 1000 fois par seconde pour essayer de comprendre ce qui se passe et tout lire. Donc on n'est pas des machines. Donc pour ceux qui ne connaissent pas des DMS, on a ça. Donc essayer de comprendre ce qu'on consomme là-dedans et en live en en faisant tourner notre application, c'est un peu compliqué. Un petit truc seriously, genre donc non, ça marche pas. Donc l'idée par rapport à ça, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, aujourd'hui on a un besoin qui est clair, c'est qu'on a des erreurs qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a besoin de construire des applications de plus en plus réactives parce que les utilisateurs sont de plus en plus exigeants, mais qu'aujourd'hui on a un environnement qui est à la fois génial, mais à la fois où il manque un tas d'outils qui sont indispensables, qui existent dans le monde Java depuis longtemps, qui existent aussi dans le monde iOS. Donc nos besoins là-dedans, c'est quoi? C'est il faut être capable de monitorer rapidement, il faut être capable de le voir facilement, que ce soit assez visuel, parce que si c'est pas visuel, on n'arrive pas et ça nous fait chier, donc on ne le fait pas. Il faut, et ça c'est moi qui ai décidé, il faudrait que ce soit sans fil, parce que moi sur mon téléphone, des fois, j'ai mon câble USB qui tient pas très bien, donc c'est chiant quand je monitore un truc et plus que ça tombe. Donc du coup je me dis, bah, si c'était sans fil, bah, au moins je pourrais monitorer tout le temps, ça serait super bien. Donc c'est hyper important. Et puis si on veut aller plus loin, le fait que ce soit sans fil, on peut le mettre dans le cloud et donc du coup proposer davantage de services et faire des choses encore plus sympas. Pour ça, j'ai créé un truc qui s'appelle Perfly. Alors, le nom, il a toute une histoire. À la base, c'était Samantha. Puis finalement, c'est Perfly, donc pour performance, et Fly pour la mouche qui vole, qui a plein d'yeux, qui voit tout, et en plus, c'est dans les airs, donc c'est sans fil. C'est un super nom. Donc voilà, donc du coup, sans fil. Et dans le cloud, c'est rigolo, parce qu'il y a le nuage en même temps Wi-Fi. Donc du coup, voilà, l'idée, en fait, c'était de développer une application donc, qui soit sans fil, et puis qu'on puisse potentiellement mettre à jour dans le cloud pour proposer plein de services autour. Donc comment elle fonctionne cette application? Donc je vais vous en parler, puis on fera une petite démo après. Alors évidemment, sur une application, il y a plusieurs choses. Il y a forcément le côté mobile, et puis il y a aussi un côté back. Alors on est plutôt ici pour parler de côté mobile, mais malheureusement, je vais aussi vous parler du côté back. Côté back, comment ça marche? Donc on a un serveur qui s'appelle Vertix. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Oui, non? Non. Donc Vertix, c'est un serveur un petit peu à la Node.js, sauf qu'il est multithreadé, et en fait qui permet d'avoir plusieurs petits serveurs qui tournent dans une thread loop et qui ont chacun leur class loader. Ça permet de faire quoi ce truc-là? Ça permet en fait de faire ce qu'on appelle les architectures microservices. C'est un mot assez à la mode en ce moment, extrêmement facilement. Et comment on communique avec ces mini-serveurs à chaque fois? Et ben on communique via un bus d'événements, un peu comme Eventbus sur Android si vous connaissez, ou Auto. On envoie des messages, donc ça fonctionne en mode publish-subscribe. On envoie des messages et puis ceux qui écoutent, qui reçoivent ces messages-là, puis ils les traitent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon application elle fonctionne comment? Et ben on a un serveur Vertix, donc qui reçoit et envoie des messages avec le téléphone. Et puis on a des applications côté front, donc notre site web et notre application de monitoring, qui est fait en Angular, qui communique avec Vertix. Alors on pourrait dire, ouais, mais on peut faire du HTTP, c'est cool. Et le problème du HTTP, c'est qu'on cherche à faire une application qui soit réactive et qui soit fluide. C'est à chaque fois qu'on va envoyer un truc pour faire du monitoring en temps réel et qu'il faut payer le coût de la connexion HTTP, c'est super long. Donc du coup, il y a une solution qui est simple, ça s'appelle la WebSocket. WebSocket, c'est quoi? C'est un peu lourd. Parce qu'au final, ça reste une surcouche à HTTP. Pour ça, on a un protocole qui est très bien, qui s'appelle TCP, qui permet d'envoyer de la donnée de machine to machine, et qui a été fait pour ça. Seul problème, c'est que TCP, c'est super bas niveau. Et donc au final, il y a un truc qui est écrit qui s'appelle MQTT. MQTT, c'est quoi? C'est pour... j'avais le nom, j'ai oublié, j'aurais dû le noter. Alors, transport, télémétrie, et puis MQ, je ne sais plus. Message queue, voilà. Message queue, transport, télémétrie. Donc ce protocole MQTT, il a été fabriqué et fait pour justement faire de machine to machine et travailler et communiquer entre différents objets. Pour ça, donc ça c'est un protocole. Pour faire fonctionner ce protocole-là et faire communiquer le device avec le serveur, il nous faut ce qu'on appelle un broker de messages. Ce broker de messages, son but c'est quoi? Ça va être de recevoir les messages du téléphone et les distribuer à ceux qui écoutent. En l'occurrence, notre serveur Vertix qu'on a vu juste avant.
Ce broker de messages, c'est quoi? C'est Mosquito. Mouche, moustique, c'est cool. Ça va bien ensemble. Et puis, on a un petit client MQTT qui s'appelle PAO, qui implémente en fait ce protocole-là et qui nous permet d'utiliser côté Android et côté Vertex. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a une application qui fonctionne, qui ressemble plutôt à ça. Donc on a notre client Android qui est sur le Play Store. Donc lui, comment il fonctionne, j'ai pas de slide, mais je vais vous le dire, c'est assez facile. On a en gros des managers qui sont chacun dans leur coin et qui ont un but unique, c'est de monitorer une seule chose. Donc il y en a un dédié pour le CPU, donc il tourne dans des threads à intervalles réguliers. On en a un qui est dédié pour la mémoire. On en a un autre qui est dédié pour tout ce qui est événement système. On en a un qui est dédié pour tout ce qui est, rotation, ce genre de choses. Et donc pouvoir un peu détecter plein de choses et remonter toutes ces informations-là à l'écran, côté utilisateur, pour que ce soit capable de nous réfléchir et prendre les décisions qui conviennent. Donc ce qu'on a, on a une application Android qui communique avec notre broker de messages et qui lui envoie des messages. Nos messages, ce sera effectivement notre information de monitoring, donc tout ce qui est processeur, mémoire, événements, système. Puis comme ça, il est là, il va renvoyer des informations à Vertex qui, lui, va les transmettre côté front, et donc on va avoir une application côté front, on va pouvoir monitorer notre application assez facilement, de manière très visuelle. Ouais, alors en fait c'était démo d'Amor. Donc du coup, on va vous faire une petite démo pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Hop, tac. Donc ça, c'est notre serveur quand il n'y a pas de téléphone connecté dessus. Donc on a un petit QR code pour se connecter. Ah, c'est dommage. Et puis, est-ce que je suis sur le bon réseau Wi-Fi? Je le sens pas celui-là. Comme toute démo, il y a toujours un effet démo, et donc je suis pas sur le bon réseau Wi-Fi, donc je vais changer. Ok. Donc du coup, normalement, mon IP devrait changer. Allô? Non, je suis pas dessus. Hop. Allô? Tu rafraîchis ou pas là? Ah, merci. Donc mon IP a bien changé, c'est bon. Donc maintenant, évidemment, comme c'est un serveur qui tourne en local, il faut être sur le même réseau Wi-Fi, sinon ça ne fonctionne pas. L'avantage de mettre sur le cloud, c'est que du coup, on n'a plus ce problème-là. Donc je me connecte. Soit cool, soit cool. Ouh. Donc, on a vu une connexion qui est apparue avec du coup plein d'applications. Du coup, on est en 640 par 480, donc on n'a pas beaucoup d'applications l'une d'un côté de l'autre. C'est un peu dommage. Je vais essayer peut-être de réduire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est toutes les applications qui sont sur mon téléphone. Donc le but du monitoring temps réel, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, je suis en train de développer une application. Ou alors, pour ceux qui font des audits chez leurs clients, j'ai besoin de faire un audit sur une application dont je n'ai pas le code source, et donc dont je ne peux pas mettre sur mon téléphone, je ne peux pas compiler et mettre sur mon téléphone. Bah, je prends un téléphone qu'il a déjà, et puis bah, je la lance, et je regarde ce qui se passe. L'avantage d'avoir tout sur un client web, c'est que notre téléphone, on le pose, ça va lancer. Alors du coup, je vous montre comme ça. Ça va lancer l'application sur le téléphone, et puis c'est assez clair, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ou pas? Voilà, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc on navigue, puis on voit des choses qui se passent. Alors je vous ai fait le CPU avec. Ce sera un petit peu mieux. Hop. Voilà. Et donc là, donc je suis sur l'application La Fourchette. J'espère qu'il y a personne qui travaille chez La Fourchette ici. Et puis on avance, il se passe des choses. Voilà, je reviens en background. Hop, qu'est-ce qui se passe? En background, on voit bien que la mémoire a été libérée ici. Je reviens dessus. Hop, ça remonte légèrement. Donc ici, on a un comportement qui est à peu près correct, c'est-à-dire, voilà, je reviens en background, donc je libère la mémoire que j'utilise, donc on est capable de comprendre. Putain, c'est fou, ça marche moins bien sur 50 par 480, dis donc. Donc on utilise à peu près 50 mégas, puis en background, on en est plutôt à 40 mégas, puis après, quand je reviens, on en est plutôt à 41 mégas. Donc le release est fait à peu près correctement.
Maintenant, si j'utilise bien mon application, qu'est-ce qui se passe? Alors là, du coup, ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire, c'est genre, il reste des questions ou... Ok, donc il reste entre 5 et 10 minutes. Donc voilà ce qu'on a un petit peu. Donc ici, on a une application, et puis... Donc voilà, si je reviens là, on voit bien qu'on est passé en background. Normalement, il y a un changement d'état qui est apparu. Si je mets là, je tourne, donc on voit bien l'orientation qui apparaît, etc. Donc on est capable de voir ce qui se passe, la consommation du CPU, etc. Donc là, on n'a pas eu d'appel de GC, ou alors ça n'a pas très bien fonctionné, d'appel de GC qui est apparu. Mais techniquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur l'application qui rame un petit peu, ici, on a plein de petites corbeilles qui apparaissent et qui montrent en fait que c'est le nombre de GC qui est appelé, donc le nombre de garbage collector. Et ce truc-là, c'est quelque chose qui est transparent pour nous, et on peut très bien faire tout notre traitement dans un thread en background, mais par contre, invoquer énormément d'objets, et donc du coup faire appel au GC régulièrement, et donc du coup bloquer lui. L'intérêt de cet outil-là, c'est que du coup il permet de monitorer et de voir les appels GC. Donc ici, ce qu'on voit en vert, c'est la heap qui est allouée. En bleu, c'est la mémoire qui est potentiellement libérable, ce que je disais tout à l'heure, la private dirty, et en bleu, donc en noir, pardon, et en bleu, c'est l'utilisation totale de l'application. En rouge, c'est la limite imposée par le système, donc si ça dépasse, ça crache. Le but du jeu, c'est déjà voir, quand vous utilisez votre application et que vous la monitorez, c'est de faire plein de rotations comme ça sur une seule activité, plein de fois, et normalement, si c'est mal fait, alors du coup, il y a des petits bugs avec iChart, on va dire stop. Ouais, ça avance, c'est rigolo, hein. Bon, on peut zoomer tout ça, voilà. Hop, comme ça, c'est moins rigolo. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, tourner au maximum à chaque fois nos activités et de voir si la mémoire, elle fait que grimper. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens ils gèrent mal leur rotation. Et puis, on se rend compte qu'au final, il y a plein de leaks sur les activités, parce que il y a des liens partout avec ça, et donc du coup, la mémoire fait que monter. Donc ça, c'est la première des choses à faire quand on monitore une application. Ensuite, c'est de gérer des scénarios et de voir après comment ça se comporte. Donc je veux revenir à ma roadmap, si j'y arrive. Ah, décidément. Oui. Oh putain. Voilà, donc je mets ma roadmap. Donc vous avez vu un peu l'outil dans tel et dans le tas dans lequel il est aujourd'hui. Donc il permet de faire des choses déjà, c'est qu'il permet de faire la même chose que ce que fait TDMS. Ça veut dire qu'on est capable de voir la mémoire de notre application, la consommation CPU, en live, et beaucoup plus facilement que ça, et voir exactement comment notre application se comporte en live. Donc on peut identifier très facilement à quel moment notre application elle se met à consommer et à liquer de la mémoire, et à quel moment elle se comporte correctement. Et donc de pouvoir cibler plus directement la partie qui nous intéresse. C'est quoi le but derrière? Une fois qu'on a fait tout ça, on se dit c'est cool, mais c'est quand même encore assez manuel. C'est vrai, c'est assez manuel. Donc le but en fait c'est d'aller encore plus loin avec cette application-là. Et donc on a une petite roadmap qui s'étend sur un peu moins d'un an. Donc la première c'est décembre 2014, donc la fin de l'année. L'idée c'est d'avoir davantage de métriques. Aujourd'hui je vous ai montré que le CPU et la mémoire, c'est intéressant, c'est cool, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est qu'il y a aussi la batterie, et le réseau, savoir combien on consomme de réseau, comment on le consomme, si on met en cache, est-ce que ça appelle quand même en réseau ou pas. Donc ça, il faut pouvoir le voir. Donc c'est d'introduire ces données-là d'ici décembre. Deuxième chose, c'est des événements qui sont custom. Ça veut dire que aujourd'hui, je vous ai montré, on peut voir l'application qui passe en background, donc ses effets sur la mémoire. On peut voir l'application qui tourne, ses effets également sur la mémoire ou sur le CPU. Il y a d'autres événements qui sont balancés par le système, lorsqu'on éteint le téléphone, lorsqu'on branche son power, lorsqu'on a le GPS allumé, etc. Parfois, il y a des choses, des broadcasts qu'on envoie dans nos applications, et qu'on a envie de monitorer aussi, qu'on a envie de voir qu'est-ce qui se passe quand on envoie ces événements-là. Donc, ce serait de le prendre en compte. Être capable, et ça c'est hyper important, de pouvoir faire des memory dumps réguliers, c'est-à-dire lorsqu'on détecte une fuite, c'est qu'on se rend compte que c'est un comportement qui est anormal. Ce qui est important, c'est de pouvoir voir justement quels sont les objets qui sont alloués, combien il y a d'objets qui sont alloués, où est-ce qu'ils sont alloués, pour détecter en fait la fuite et qu'est-ce qu'on fait. Donc ça, l'idée c'est de mettre en place un memory dump qui soit régulier, et donc du coup être capable de détecter encore plus précisément quels sont les objets qu'on alloue et là où il faut faire attention. Et d'ici décembre toujours, générer à travers ça un rapport de performance pour savoir effectivement si notre application elle est bien ou pas bien, en fonction du réseau, du CPU et de la mémoire. Première étape. Deuxième étape, c'est d'ici mai de l'année prochaine. Intégrer tout ça en fait dans ce qu'on appelle dans un processus d'intégration continue. Aujourd'hui, on fait des applications,
On fait les tests unitaires, on fait les tests fonctionnels, si, je vous assure. Une fois qu'on a tout ça, on est capable de voir si nos scénarios fonctionnent correctement, mais on ne sait pas s'ils fonctionnent bien et s'ils sont performants. L'idée, c'est d'être capable d'intégrer cet outil-là dans notre intégration continue et donc d'avoir un rapport de performance et de test pour chacun des scénarios fonctionnels qu'on aura définis. Et donc, derrière, avoir un rapport qui nous dit, voilà, pour tel scénario, on est bon, on n'est pas bon, et comment il faut régler le problème. Donc voilà d'ici mai 2015. Donc ce truc-là, la démo est déjà faite. C'est disponible sur le Google Play, donc vous avez l'application côté mobile, avec le QR code si vous voulez la flasher, la télécharger. Vous avez une démo pour tester vous-même en bas sur le stand de Xebia. Donc vous pouvez voir avec votre téléphone, scanner, configurer avec le petit QR code et puis monitorer vos applis qui sont en cours de dev pour voir comment ça se passe. Moi j'en ai fait une avec StNTBN et j'ai été assez surpris. Et puis c'est donc open source sur GitHub pour la partie serveur. Donc sur perfly-vertix, c'est le site perf.ly pour pouvoir télécharger une version de distribution déjà packagée. Voilà. S'il y a des questions ? Oui, en fait, tu as expliqué que pour la partie serveur, on pouvait récupérer le code sur GitHub. Et pour la partie client sur Android, il y a une librairie quand même qu'on peut télécharger, qu'on peut installer. Alors en fait, c'est pas une librairie. La partie Android, c'est l'application en question. Donc c'est le client qui est sur le téléphone qui va servir de faire le monitoring. Le but en fait de cette application, c'est d'être capable de monitorer la mémoire d'une application, mais sans influer sur celle-ci. Ça veut dire que si j'avais fourni un SDK, le code de mon SDK, il aurait pu influer sur votre consommation mémoire de votre application, sur la consommation CPU. Le but, c'est de laisser les applications cibles complètement vierges de ça, pour avoir leur vraie consommation, leur vraie empreinte mémoire. Donc on a juste un client, un agent, qui est complètement séparé, qui est dans un processus à part de l'application à monitorer, et qui envoie simplement des données côté serveur. Mais est-ce qu'en cas de crash de l'application, tu es capable de remonter un rapport? Non, pour ça, il y a Crashlytics qui le fait très bien. Okay. Par contre, en cas de crash de l'application, on va voir que l'application s'est arrêtée direct. Donc on va effectivement avoir toutes les données qui vont retomber à zéro pendant un certain moment. Okay. Ouais, du coup, est-ce qu'il faut être root pour installer ton appli cliente? Absolument pas. Donc tu peux l'installer sans être root. Il y a juste un tout petit détail, c'est que pour être capable de voir les événements GC qui apparaissent, pour ça il faut être root, parce que depuis Android 4.4, on n'a plus le droit de lire les logs sans être root. Et la mémoire des autres applis, tu l'as ça, sans être root, tout ce qui est console CPU, mémoire, événements système, sans être root, tu les as tous. Par contre, événements GC, là, il faut être root. Okay. Bonjour. Tu dis que c'est accessible sans être root, mais est-ce qu'il y a des permissions spéciales pour y avoir accès ou n'importe qui peut? Des permissions pour y avoir accès, c'est-à-dire des permissions Android. Android, ouais. Oui, il y en a. La première des choses, c'est d'avoir accès à Internet, parce que sinon je ne peux pas envoyer les données sur le serveur. Après, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a également des capables de lire en fait, les activités des autres applications, parce que sinon je vais avoir du mal à les monitorer. Et puis, c'est à peu près tout. Peut-être de lire sur la SD card, parce que pour l'instant, je ne le fais pas, mais c'est prévu que j'essaye en tout cas de prendre des screenshots pour être capable de voir à quel moment. Mais vu qu'on est en sans fil et sur du réseau, ça peut être un peu délicat d'envoyer des images en live sur le net. Mais non, il n'y a pas d'application problématique type lire vos contacts, appeler à votre place, etc. Par contre, effectivement, je demande raison d'écouter si jamais vous avez des appels ou pas, pour être capable de le remonter, être capable de voir si votre application réagit mal en cas d'appel, par exemple. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a une question. Bonjour, merci pour la conférence déjà. Moi j'aimerais juste savoir pourquoi vous avez, qu'est-ce qui vous avez mis vers Vertix en fait? Pourquoi vous avez choisi ce serveur? Par rapport à quoi? Pourquoi vous avez choisi ça? Alors, vous avez expliqué qu'il y avait plusieurs threads en fait pour chaque. C'est ça. L'idée de Vertix, c'est que l'objectif, c'est d'être capable de fournir une application qui soit facilement maintenable, évolutive. Bon, c'est le même discours qu'on tient tous.
L'idée, c'est de pouvoir rajouter des fonctionnalités facilement, et puis si jamais il y a quelque chose qui plante, que ça ne plante pas le reste de l'appli. Un exemple tout bête, là, on vient de voir, ce téléphone-là, il est root, et il n'y a eu aucun événement GC qui est apparu. Potentiellement, si j'avais tout traité en même temps, ça aurait pu planter, par exemple. Là, l'idée, c'est que ça vous permet en fait, de faire fonctionner l'application tout le temps, avec des modules qui ont des classes odeurs complètement séparées, donc si on a un qui plante, le reste fonctionne quand même, et je peux le redémarrer indépendamment. Donc l'idée de Vertix, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, j'ai plein d'outils qui sont complètement séparés, ça fournit un plus d'événements. Donc il y a plein d'outils qui sont fournis avec Vertix qui facilitent complètement le développement et qui permettent de faire ce qu'on appelle une architecture microservice, donc d'avoir des classes qui sont très petites, qui font juste une seule chose, mais en avoir plusieurs. Et donc de pouvoir les réécrire en cas de besoin. Avec un node, par exemple, ça aurait demandé plusieurs instances de node, être capable d'avoir de les loads balancés. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Vertix facilite beaucoup plus ça. En plus de ça, il est polyglotte, donc ça veut dire qu'on peut faire sur plusieurs langages, et je préfère le Groovy que le JS. Donc voilà. Et puis c'est cool aussi. Oui, est-ce que tu envisages de le faire en librairie, qu'on puisse embed ça dans notre application? J'ai eu plusieurs fois la question, y compris de la part de mes collègues, hein, Thomas. En fait, la question, elle se pose. J'ai envie de te dire, pourquoi faire, en vrai? Parce que l'idée de l'avoir séparément, c'est le fait de ne pas agir en fait, sur la consommation de ton application. Aujourd'hui, si on monitore la mienne, par exemple, si on monitore Perfly côté Android, tu vas voir plein de pics CPU, parce qu'effectivement, je lis les logs régulièrement, je regarde ce que consomment nos applis, j'envoie des données côté réseau. Comme tu as vu, j'envoie les icônes également, donc du coup, je les charge en RAM, même si elles sont libérées. Tout ça, si j'avais un SDK chez toi pour le faire, ça aurait un impact sur les performances de ton application. Le but, c'est de ne pas en avoir du tout. Maintenant, si tu me donnes un use case qui effectivement me dit c'est vrai que ce truc-là, c'est hyper important de le faire, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, j'en vois pas. Maintenant, mais Crashlytics, c'est différent. Crashlytics, il intervient en cas de crash. Donc, il n'agit pas sur ton application. Moi, de mon côté, si ton application, elle tourne et qu'en même temps, je lis le CPU, j'envoie plein de données, je fais plein de trucs, ton application, en fait, elle consomme énormément de choses, et en plus que tu n'as pas demandé toi. Donc, ça serait dommage. J'entends pas. D'accord. Non, dans Crashlytics, il y a un nouvel onglet Answer où tu peux monitorer effectivement l'application, le nombre d'utilisateurs en cours qu'il utilise, l'activité la plus utilisée. Effectivement, mais c'est différent, ça ne monitore pas la performance de ton app. Effectivement. En fait, ce qui me dit, c'est que ça serait dommage de faire en sorte que ton app marche moins bien, de dire ton app ne marche pas alors que c'est à cause de moi en fait. Tu vois, donc c'est ça l'idée. En fait, j'ai deux questions. Une sur parce que vous avez parlé sur le WebSocket. Tu en as besoin à quel niveau? Parce que là, apparemment, c'est juste du push, c'est-à-dire juste le transfert de données de l'appli mobile vers le serveur. Et une deuxième question sur le roadmap. J'ai pas compris, excuse-moi. La deuxième question sur la roadmap, tu as parlé le dump de mémoire heap. Alors du coup, je ne sais pas si après, sur la prochaine version, on aura capable d'exporter des fichiers hprof pour les analyser sur du Memory Analyzer, c'est ça? Oui, alors, pour le WebSocket, où est-ce que j'en ai besoin? Si je reviens sur la presse, en fait, quand on voit ici, alors effectivement, entre côté mobile et côté Vertix, on n'est pas sur du WebSocket. Là, effectivement, j'en ai pas besoin. Je parle de WebSocket parce que c'est une solution auquel j'avais réfléchi au tout départ. En fait, il y avait trois choses. Il y avait les WebSockets qui me sont venus en premier, parce que c'est facile. Ensuite, c'est peu performant pour du temps réel, surtout quand on envoie beaucoup de données. Parce que, c'est pas que c'est peu performant en fait, c'est que c'est lourd, ça envoie beaucoup plus de messages que le nécessaire. Il y avait directement écrire sur la couche TCP, c'est chiant, c'est galère. Et donc du coup utiliser un protocole qui le fait pour moi, qui est MQTT. Et donc pour cette partie-là, pas de WebSocket. En revanche, pour cette partie-là, effectivement, je fais apparaître le Vertix Event Bus ici. Seulement là, on est côté front, là on est côté back.
Le moyen de communiquer entre côté front et côté back, ça passe par le réseau, que ce soit local ou Internet. Et donc pour ça, ici, en fait, on a ce qu'on appelle un bus distribué, donc qui est à la fois côté vertex, mais qui est également côté front, et où les deux communiquent ensemble. Pour faire ça, il faut en fait utiliser une SOC.js, qui est sur du WebSocket, qui permet en fait de faire une communication de temps réel entre le serveur et le front. Ça évite d'avoir des appels HTTP à chaque fois en fait. C'est juste pour la partie front-end, et pas pour la partie mobile. Exactement. Et pour la deuxième question Oui, alors du coup j'ai pas compris, tu m'as parlé de roadmap, mais je n'ai pas entendu. Parce que là, sur la roadmap, tu parles de memory dump. Du coup, c'est pour exporter du fichier HProf. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée c'est que aujourd'hui on est capable de voir les événements GC qui sont appelés. Donc combien de temps le GC a arrêté le thread, enfin lui, quelle mémoire il a libéré, quelle mémoire il avait disponible, etc. Cette partie-là, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de voir où est-ce qu'il y a un problème. Maintenant, elle ne permet pas de résoudre le problème facilement. Ça oblige de regarder son code et d'essayer de comprendre nous-mêmes où est-ce qu'on alloue, où est-ce qu'on crée des nouvelles instances d'objets. Le fait de créer un HProf et de manière régulière, à l'endroit, enfin de faire un dump de manière régulière à l'endroit où on a vu qu'il y avait un problème, ça nous permet en fait d'utiliser un outil qui est capable de nous donner le nombre d'allocations à un instant T de nos objets dans notre application. Donc si on a par exemple un GC for alloc qui apparaît, donc du coup une mémoire qui augmente légèrement, qui augmente tout court d'ailleurs, en faisant un dump toutes les X secondes par exemple, on va être capable de voir à quel endroit le nombre d'objets alloués a augmenté, et donc de chercher un endroit beaucoup plus précis, beaucoup plus finement, savoir où est-ce qu'on alloue nos objets. Et donc du coup le corriger plus facilement côté code. Ouais. Je sais pas si j'étais clair. Mais est-ce qu'il y a une API pour faire ça? Parce que pour aujourd'hui, on le fait sur le DDMS. Aujourd'hui, effectivement, on passe par... Pardon. En plus, c'est quand on exporte un HProf, c'est des centaines de mégas. Et du coup, je sais pas comment... Oui, alors... effectivement, l'idée là-dedans, c'est de faire des dumps réguliers, pas de les remonter côté front, c'est-à-dire de les garder côté mobile, et donc du coup de pouvoir les exporter à la main et de le lire dans un outil dédié au parsing de HProf. Type par exemple Eclipse Math, par exemple, qui fait ça très bien, ou alors Visual VM, si vous n'avez pas Eclipse, qui fait ça aussi très bien. Donc l'idée, ça, on reste en local quand même, on récupère juste les fichiers, on ouvre l'outil dédié à ça, et après on analyse à la main. Any questions? Merci. Du coup, je vous invite à aller quand même sur le stand de Xebia pour tester.